Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. Covid-19? Aïe! C'est quoi même? Covid-19, c'est quoi même? La répétition a des vertus pédagogiques. Je répète donc une fois de plus, ici, on cause exclusivement de la pandémie de la Covid-19 ou coronavirus. Solo Soro au micro, bonjour à tous. Covid quoi? 19. Ça surtout ça. La pandémie n'est pas encore totalement sous contrôle dans les pays africains. Le virus continue de circuler. C'est vrai, comparé au reste du monde, le nombre de malades et de victimes du coronavirus en Afrique est largement inférieur à la moyenne. Mais on ne doit pas baisser la garde. Nous vous proposons donc aujourd'hui de faire l'état des lieux avec un Béninois, spécialiste de santé publique, le docteur Abdon Goudjo, qu'on retrouvera tout à l'heure dans notre rubrique Invité spécial. Et comme chaque semaine, nos complices humoristes, chroniqueurs, musiciens et conteurs apporteront leur touche personnelle, histoire de nous mettre du baume au cœur. Et pour commencer, écoutons le témoignage de la pharmacienne microbiologiste Elisabeth Sogodogo du Mali. Le message que j'ai pour la population malienne est que le Covid existe bel et bien et continue à sévir dans le monde ainsi que dans notre pays. Donc, continuez à rester vigilants, respectez les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et portez le masque. Merci Elisabeth Sogodogo de nous exhorter à rester vigilants car le coronavirus n'est pas encore vaincu. À présent, prêtons nos oreilles à David Pelli qui convoque le Covid-19 pour lui dire ses 4 vérités. Covid-19, c'est quoi même? Cher Covid-19, je ne sais pas entre coronavirus et Covid-19, lequel est ton nom et ton prénom. Mais bon, moi je vais t'appeler Covid-19 parce que coronavirus, sincèrement, ça me fait trop peur, quoi. Si j'ai décidé de t'écrire ce soir, c'est parce que je n'en peux plus. Non, je n'en peux plus. Et dans nos traditions en Afrique, quand quelqu'un dépasse les limites, eh bien, on le convoque sous la pala pour lui dire la vérité. Covid-19, quand tu es arrivé ici il y a 4 mois, on avait pensé que tu allais passer seulement quelques jours chez nous et t'en aller. Nous ne savions pas que tu étais venu pour rester. Et ce que tu as oublié, c'est que quand on décide de s'installer chez des gens pendant longtemps, il faut les avertir dès le départ pour qu'ils se préparent en conséquence. C'est connu partout dans le monde que nous sommes des peuples hospitaliers, nos portes sont toujours ouvertes aux visiteurs. Mais quand le visiteur est aussi méchant que toi et s'installe sans plus vouloir partir, ça devient un problème. Prends mon exemple. Moi, je suis un enseignant vacataire. C'est-à-dire, c'est quand je travaille que je suis payé. Quand je dis payé, ne va pas penser à beaucoup d'argent. Pour nous autres, c'est le genre de salaire qu'on te donne dans une enveloppe à lettres non fermée qui s'évanouit une fois que tu pars chez le boutiquier payer tes dettes de sacs de riz et de condiments. Rien de plus. Mais à cause de toi, depuis 4 mois, les écoles sont fermées. Et même ce semblant de salaire, je ne le reçois plus. 4 mois, je te dis. À cause de toi, Covid-19, je n'ai pas pu acheter un ensemble basé brodé à madame, qui n'a plus défait sa mine depuis et qui dort désormais habillé d'un pantalon, le visage tourné contre le mur. Pire, je n'ai même pas pu trouver le minimum pour offrir du sucre et du lait à mes beaux-parents durant tout le carême. Tu trouves ça normal, toi? Le drame dans tout ça est que je ne peux même plus montrer mon crâne chez mon deuxième bureau, chez qui j'allais avant me réconforter quand madame me chauffait trop la tête à la maison. Elle va m'accueillir avec un gourdin, une machette, parce qu'elle aussi m'en veut de ne pas lui avoir acheté ses boîtes de pommade éclaircissantes depuis 2 mois. Boudé par ma femme, congédié par mes beaux-parents, persona non grata schématisa. Voilà dans quelles conditions tu m'as mis. Voilà dans quelle sauce tu es en train de me manger. Tata Covid-19. Un philosophe de mon village a dit qu'il y a 2 choses qui donnent le courage de cracher la vérité à sa belle-mère. L'alcool et la faim. Moi je suis un bon musulman. Je ne bois pas d'alcool. Mais c'est la faim qui me donne ce soir le courage de te le dire. Il est temps que tu déguerpisses, quoi. Tu nous as forcés à porter des masques, on l'a fait. Tu nous as forcés à nous terrer chez nous, on l'a fait. Tu nous as imposé de nous laver les mains. Moi, j'ai tellement lavé les miennes qu'elles sont devenues aussi blanches que celles d'Angelina Jolie. Maintenant, ça suffit.
Nous te remercions de cette visite indésirable de 4 mois. Allez, lève-toi. On te raccompagne à la porte. Oust! Merci David Pelli d'avoir dit la vérité, rien que la vérité à Covid-19. Et surtout, d'avoir pris sur toi de le reconduire aux frontières hors d'Afrique. Et justement, à propos de cet empêcheur de tourner en rond qu'est coronavirus ou Covid-19, appelons-le comme on veut, retrouvons Fatima Toki qui a glané quelques statistiques sur la toile. Bonjour, cher Solosoro. C'est l'heure du premier bilan après 100 jours de pandémie de la Covid-19. Un virus qui aura contaminé officiellement, et au jour où cette chronique est rédigée, plus de 10 millions de personnes dans le monde, provoquant ainsi la mort de plus de 500 000 personnes. Quand les États-Unis affichent 128 000 décès, soit plus d'un quart du total mondial, la zone Sahel annonce, elle, un peu plus de 500 morts liés officiellement de la suite de cette maladie. 11 500, c'est le chiffre de personnes contaminées au Sahel, dont déjà 5 199 sont guéris. Des chiffres qui contredisent les prévisions catastrophistes du début. Les pays sahéliens se sont-ils mieux préparés pour faire face à la Covid-19? L'aridité du climat dans la région a-t-elle eu raison de la maladie à coronavirus? Je ne saurais vous en dire plus. Et d'ailleurs, tout le monde aimerait bien savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à long terme que se gagnent les guerres. Et la bataille des 100 premiers jours de l'urgence sanitaire place le Sahel dans une position presque enviable, si ce n'était l'économie. Aux premières heures de la pandémie, les gouvernements du pays du Sahel ont pris assez vite des dispositions et ont fermé des comités scientifiques chargés de juguler la crise. Même les tradis praticiens ont été contactés, comme le relate ici à la radio Omega au Burkina Faso. Nos ancêtres avaient ces plantes, nos parents avaient ces plantes, et nous aujourd'hui on a les mêmes plantes pour arrêter l'avancée du fléau. Les mesures comme la fermeture des marchés, des magasins, des restaurants ou encore des transports ont négativement affecté l'économie de l'ensemble des pays qui composent le Sahel et dont les populations vivent au jour le jour avec des revenus très modestes. Les réactions des populations sahéliennes ont été variables selon les pays et les mesures. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, chatinfo.com, nous fait le point avec des transporteurs privés durant 37 jours de leur seule source de revenus. Dans cette vidéo, ces transporteurs crient famine et menacent de reprendre leurs activités, même si la mesure interdisant leur circulation n'est pas levée. Difficile de choisir entre mourir de maladie ou mourir de faim. Depuis, les autorités tchadiennes ont autorisé la réouverture des transports publics avec un certain nombre de restrictions, dont une limitation sur le nombre de passagers afin de respecter les mesures dites de distanciation sociale. On note également la réouverture des lieux de culte et des restaurants dans tous les pays du Sahel. Les écoles ont réouvert dans la plupart des cas, mais uniquement pour les élèves en classe d'examen. Les couvre-feux, toujours en vigueur, se sont parfois accompagnés à leur début de violences de la plupart des forces de sécurité en charge de les faire appliquer, des Nouakchott à N'Djamena, en passant par Ouagadougou. Des témoignages et des vidéos illustrent la brutalité excessive de certains membres des forces de l'ordre. Ces bavures ont jeté du discrédit sur cette mesure. La présidente El Kabor, une comédienne burkinabé, nous propose une mise au point dans une parodie. Depuis que moi, je suis au pouvoir, c'est pas facile. Mais non, mais ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Vraiment, si moi j'avais instauré le couvre-feu là, c'était pour le bien de tout le monde. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas bien compris. Ils pensaient que moi j'avais instauré le couvre-feu là, c'était pour mon bien, c'était pour m'enrichir. Pourtant, c'était pas ça. Non, mais c'est l'homme noir qui est comme ça, mais c'est la vie. J'espère que vous avez enfin compris pourquoi ces couvre-feux ont été instaurés. C'est plus de bien que de mal, n'est-ce pas? La propagation du Covid-19, la maladie là. D'ici la prochaine chronique, continuez à rester vigilants. Portez vos masques et protégez-vous les uns les autres. Merci Fatima Toki de nous ouvrir la lucarne de la toile pour nous faire une idée de la situation chez tous nos voisins en Afrique. L'état des lieux de la pandémie Covid-19 en Afrique. Eh bien, nous voilà arrivés au cœur du sujet avec le docteur Abdon Goudjo.
C'est en tant que spécialiste de santé publique et formateur à l'international qu'il a aimablement répondu à nos questions au téléphone. Nous lui avons d'abord demandé de nous éclairer sur ce que disent les statistiques d'évaluation de la pandémie Covid-19 aujourd'hui en Afrique. Docteur Goudio. Merci Solo. Et donc, je vais commencer par rappeler que les premiers cas remontent effectivement à 4 mois sur le continent et que la menace d'hécatombe qui était promise par quelques modèles mathématiques plus ou moins aventureux s'est avérée donc inopérante. Cela singularise un peu la situation de notre continent africain. Quelques données chiffrées, je n'en donnerai pas trop. À la date du 29 juin, nous avions enregistré sur le continent 382 652 cas de personnes contaminées, 182 569 guérisons et 9 657 décès, malheureusement bien sûr de nos propres concitoyens. Ces données sont rapportées par les centres de prévention des maladies de l'Union africaine, qu'on appelle les CDC africains. Malgré ces données chiffrées, qui paraissent assez importantes certes, quand on regarde la situation des pays africains à l'échelle de l'ensemble de la planète et toujours à la même date, sur les 25 pays les plus touchés dans le monde entier, seuls 2 pays d'Afrique apparaissent, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et quand on regarde de plus près au sein de chacun des pays, on voit que l'épidémie est beaucoup plus concentrée dans les parties centrales urbaines ou autour des villes et qu'elle touche les communautés à statut socio-économique plutôt de bas niveau et aussi certaines professions comme bien sûr les acteurs soignants qui sont en proximité des malades. Quelques milieux de vie où les gens se rassemblent s'appellent nos marchés, nos lieux festifs ou encore nos lieux de culte. Mais l'Afrique, globalement, est moins impactée. Ça n'empêche qu'il est important que les États gardent leur vigilance. Restons vigilants. C'est un élément important car l'Afrique a des capacités pour pouvoir affronter cette épidémie. Le maître mot est lâché. Restez vigilants. On sait tous que le coronavirus est toujours dans la place. Nous avons donc demandé au docteur Abdon Goudio à quel niveau la recherche médicale africaine est-elle aujourd'hui. Il n'y a plus de recherche mondiale efficace aujourd'hui sans l'Afrique. L'Afrique peut être porteuse elle-même de recherche, ou encore mieux, comme le font la plupart des pays du monde entier, s'associer à des protocoles internationaux en cours. Mais ce qui nous fait un peu peur, c'est que nous n'avons pas forcément les ressources financières pour bénéficier donc de ces recherches. Car aujourd'hui, il y a une bataille féroce sur les brevets qui sont en cours, aussi bien en matière de produits vaccinaux que de médicaments. Et la semaine dernière, à Genève, le 23 juin, beaucoup de pays en développement, dont les ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, ont exprimé de vives préoccupations sur les droits à la propriété intellectuelle sur certains médicaments aux prochaines vaccinations qui vont sortir, car avec ces droits, les pays occidentaux ou les pays ou la Chine peuvent imposer donc des coûts assez prohibitifs sur ces produits. Donc la recherche vaccinale, on y contribue, on y est associé, mais il faudrait également protéger les initiatives africaines pour qu'elles aillent jusqu'au bout de leur challenge. Je prends par exemple le regard condescendant qu'ont eu la plupart des pays du Nord sur certains produits issus de la pharmacopée africaine, comme l'Artemisia annua. Je ne dis pas qu'elle est efficace, je ne dis pas qu'elle est la meilleure thérapeutique, je demande juste qu'elle soit évaluée. Sinon, ça éviterait ainsi que certains présidents ou certains évêques se fassent des promoteurs de médicaments. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur compétence. Et donc, côté Afrique alors, nous avons un grand potentiel en matière de vaccination ou en matière de recherche. Pour preuve, l'Afrique du Sud, fortement touchée par le Covid, a fait le choix d'intégrer une démarche de vaccination à l'échelle donc internationale, avec le premier vaccin qui a été produit par l'Université d'Oxford, donc en Angleterre, et qui va concerner l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, le Brésil et dans quelques temps, les États-Unis. Mais attention et prudence. En matière de recherche, qu'elle soit vaccinale ou médicamenteuse, il faut respecter des règles éthiques.
Je voulais juste dire un dernier mot sur un aspect de la recherche qui souvent est passé aux oubliettes. C'est la recherche en sciences sociales en matière de Covid. On ne fait pas de bonne prévention sans recherche socio-anthropologique. C'est l'ensemble de tout ceci qui définit la bonne démarche de santé publique. Je ne sais pas quel sentiment vous anime, chers auditeurs, mais moi, à l'écoute du docteur Abdon Goudio, je suis rassuré. Et l'une des questions inévitables qu'on devait lui poser est celle liée à la formation. Dans des cas d'épidémie comme celle de Ebola, ou cette dernière pandémie de la Covid-19, les pouvoirs publics africains mettent-ils en place un programme exceptionnel de formation continue? Je trouve que c'est un point faible, car les offres sont en deçà des besoins des collègues. Beaucoup de professionnels veulent faire de la santé publique, or malheureusement, les offres sont limitées parce que c'est une démarche qui demande un travail beaucoup plus globalisant. Mais cependant, je vais quand même saluer des initiatives heureuses dans les pays d'Afrique. Nous avons des pôles universitaires de santé publique dans les grandes universités de nos capitales, donc que ce soit en sciences de la médecine et en sciences et en médecine. On a aussi quelques instituts spécialisés ou grandes écoles sous-régionales comme l'IRSP, donc Alfred Comblan-Kenom à Ouida, au Bénin, l'Institut africain de santé publique à Ouagadougou, au Burkina Faso, ou encore le CIESPA qui est devenu depuis l'année dernière l'organe de santé publique en matière de formation de toute la CEMAC, c'est-à-dire de 6 pays. Il s'agit ici donc du Congo, de la Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad. Démarche intéressante d'avoir donc une réflexion de santé publique. Mais en matière de formation également, je n'oublie pas dans la francophonie et les agences universitaires de la francophonie qui, avec leur répartition à l'échelle du territoire africain, permettent aussi d'initier des approches de santé publique tout à fait heureuses. Force est de constater que l'Afrique dispose tout de même de structures de formation des personnels soignants en santé publique, mais on peut faire mieux. Pour vous qui nous prenez en marche, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Covid-19, c'est quoi même? L'émission qui parle de la pandémie du coronavirus du point de vue des Africains. Et aujourd'hui, nous faisons l'état des lieux avec le docteur Abdon Goudio du Bénin, à qui nous avons demandé sur quelle base les États africains avaient-ils opté pour le confinement intégral et si on avait constaté de nouvelles vagues de contamination dans quelques pays après le déconfinement. Bon, il n'est pas total encore parce que très peu de pays ont totalement déconfiné et on a vu monter dans quasiment tous les pays, donc progressivement, lentement, des contaminations. La particularité de l'Afrique, on ne voit pas des flèches de contamination augmenter comme on l'a eu en Europe, comme on le voit aux USA et encore pire en Amérique latine. Je vais être un peu dur. On a confiné en Afrique sur un modèle chinois et européen et actuellement, on déconfine comme on peut, plus sur des bases socio-économiques et politiques. Je crois également, et j'en suis même persuadé, que le confinement pensé à l'occidental ou à la chinoise est intenable en Afrique. Confiner une population pauvre, c'est la renvoyer vers la mort et la misère. Pour ne pas confiner de manière non adéquate, je reviens à mon premier propos, il aurait fallu donc associer les sciences sociales à la réflexion sur le confinement. Cela n'a pas été le cas. Et ces recherches permettront ainsi d'adapter nos démarches de prévention, nos gestes barrières à une approche plus acceptable par nos populations. Si j'ai bien compris, le docteur Abdon Goudio estime que l'Afrique aurait dû penser son confinement en tenant compte de ses réalités socio-culturelles. Et la dernière question au docteur Abdon Goudio demandait de quels outils communs l'Afrique dispose-t-elle pour mener les actions communes de lutte contre la Covid-19. Je me permets ici de saluer une belle initiative africaine. C'est la création, par l'Union africaine, de ce qu'on appelle le CDC Africa. C'est le Centre de prévention et de diagnostic des maladies à l'échelle du continent. Ça a été créé à la 26e session ordinaire en 2016 et ça a été déployé en 2017 dans les suites de l'épidémie Ebola qui a concerné une partie de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone ou au Libéria. Quand l'Afrique prend de telles initiatives
à l'échelle du continent à partir d'une situation épidémique qui l'a concerné, c'est heureux. Ce type de réflexion en matière de prise en charge et surtout d'alerte et de riposte aux épidémies est une très bonne chose. Et donc, le CDC Africa est une des plus belles initiatives qui a été prise. Mais dommage, elle est encore récente. Elle demande à être déployée et progressivement, elle va monter en puissance. En même temps, je rappelle que l'OMS est toujours là comme structure régionale qui nous accompagne. Ah, comme on dirait à Abidjan, tout ce que je viens d'entendre là, vraiment, ça refroidit mon cœur. Affaire de coronavirus là, c'est grave, hein? Mais tout n'est pas gâté. Notre invité, le docteur Abdon Goudio, spécialiste de santé publique, a été très critique. Mais il nous a démontré que le continent affronte la pandémie avec des moyens et des structures modestes, mais fonctionnelles. Exemple, le CDC Africa, le Centre de prévention et de diagnostic des maladies infectieuses qui dispose de centres régionaux de coordination aux 4 coins du continent africain. Wallahi, coronavirus là, on va le foutre dehors. Continuons donc notre route avec une chanson à la bouche pour célébrer les personnels soignants. La composition est du Guinéen Mo Kouyaté. Bravo aux soignants, merci aux soignants. Munyi nangono docteur ndandama, belega nangono docteur ndandama, nesangi nangono docteur ndandama, fure nyari ni suru docteur ndandama yo. Wonga semme fi seriba ma ga seriba, wonga fera fi seriba ma ga dandaiti. Soignants, merci aux soignants. Kunni bijuba momina docteur Nabasi, sinni bijuba momina docteur Nabasi, bana jugu baba momina docteur Nabasi wo, ikabila docteur la yebara. Ikabila docteur la teuyefo. Bravo aux soignants, merci aux soignants. Médecins, infirmiers, les nettoyeurs, SAMU, ambulanciers, pharmaciens. Merci Mo Kouyaté pour ce bel hommage à tous les personnels soignants qui sont parmi les premières personnes exposées au virus de la COVID-19. Continuons d'égrener joyeusement le chapelet de COVID-19, c'est quoi même, qui aujourd'hui fait l'état des lieux de la pandémie après tous ces longs mois de bouleversement. On met donc le cap sur le Mali où la pharmacienne microbiologiste Elisabeth Sogodogo nous raconte la mission du centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako. L'équipe chargée du diagnostic du Covid est constituée de 7 personnes composées de médecins, de pharmaciens et biologistes qui travaillent de jour comme de nuit dans le diagnostic du virus au Mali. Le centre d'infectiologie Charles Mérieux est fortement impliqué à la surveillance épidémiologique des pathogènes émergents et réémergents. Le centre possède depuis 2015 un laboratoire de biosécurité de niveau 3. Dans le laboratoire P3, nous effectuons le diagnostic microbiologique de la tuberculose
Cela permet au Mali d'être autonome dans la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne. Le centre dispose également d'un laboratoire mobile afin de mieux répondre à une épidémie de maladies. Dans ce labo mobile, 2 cas suspects de la maladie à virus Ebola ont été diagnostiqués en 2014. Depuis le 29 mai 2020, nous avons déployé ce laboratoire à Tombouctou afin de casser la chaîne de transmission du Covid-19. Le but de notre mission est de détecter rapidement les cas et leurs contacts qui sont infectés afin que l'équipe de santé de Tombouctou puisse les isoler et assurer leur prise en charge. Nous avons un projet de recherche en cours sur le Covid-19 qui se déroule actuellement dans 2 hôpitaux de Bamako qui abritent les centres d'isolement des patients Covid. C'est une étude multicentrique de la transmission nosocomiale du virus. L'objectif de ce projet est de décrire et documenter les suspicions ou les cas confirmés d'infection nosocomiale par le virus survenant dans les services hospitaliers. Ah, Elisabeth Sogodogo, quand j'écoute des paroles comme les vôtres, mon cœur fait moins. Traduction, mon cœur ne palpite plus du tout. Car je vois qu'il y a sur le continent africain des pays comme le Mali, le vôtre, équipés de structures sanitaires pour le bien-être des populations. Covid-19, c'est quoi même? Et voilà, nous sommes sur la dernière ligne droite. Notre compteur national, Binda Ngazolo, une fois de plus, sonne l'alerte et met le doigt là où ça fait très très mal. Binda, à toi la parole. C'est l'histoire d'un village d'Afrique dont les habitants avaient été totalement décimés par une terrible pandémie. Seule Na, la vieille mère, la vieille guérisseuse et sa petite fille avaient survécu à cette tragédie. Na s'en voulait à mort d'être restée en vie. Aussi avait-elle décidé d'utiliser le restant de sa vie à combattre la maladie dans l'espoir peut-être un jour de tuer la mort. Pour ce faire, elle s'était installée dans le cœur de la forêt, à l'endroit précis où elle pouvait trouver toutes les plantes médicinales dont elle avait besoin pour soigner les humains. Elle s'était acharnée tant et si bien que la maladie a considérablement reculé. La mort elle-même a dû battre en retraite. Très vite, sa réputation a atteint les 4 coins de la planète. Les malades du Nord, les malades de l'Ouest, de l'Est et du Sud ne réclamaient que les soins de Na. Et Na se mettait en 4 pour les soigner. Les uns et les autres repartaient en pleine santé avec dans la bouche des paroles emplies de gratitude. Mais un jour, Na tombe malade à son tour. C'est alors que le désert se fait autour d'elle. Tous ceux qui hier encore chantaient ses louanges lui tournaient maintenant le dos. Fatigué de se battre seul contre la maladie, avec pour unique soutien sa petite fille, Na dut rendre les armes et son dernier souffle au propriétaire. La petite fille de Na se retrouve toute seule au cœur de la forêt avec le corps de la vieille mère Na. Alors elle appelle au secours en vain. C'est alors qu'apparaît soudain Emomoro, le monstre profit, à l'apparence humaine. La petite fille a juste le temps de prononcer une formule magique que lui avait enseignée sa grand-mère pour sauver sa peau. Elle se transforme en fourmi. Le monstre se saisit du corps de Na et l'avale d'un coup sec en gorom. La pandémie du Covid-19 nous montre à quel point le monde peut être ingrat avec Na, la vieille mère Afrique. Pour affronter le Covid-19 et les pandémies à venir, les Afriques devront apprendre à compter sur leurs propres ressources qui sont immenses en termes de plantes médicinales et de pharmacopées traditionnelles. Nos scientifiques, nos chercheurs et nos médecins ont du pain sur la planche pour peu que nos États prennent résolument leurs responsabilités. Binda, merci. Ta fiction contée aidera plus d'un d'entre nous à prendre conscience de notre cécité intellectuelle. En indexant les dirigeants africains, je sais que tu feras ronchonner plus d'un esprit chagrin.
C'est le lieu de rappeler que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Sur ce, chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même? Nous vous demandons la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve sans faute la semaine prochaine.